À vrai dire, là, après les négociateurs en délégation en Arabie Saoudite, après les coups de fil entre ministres, Lavrov et Rubio se parlent tout le temps, visiblement. Maintenant, c'est place au patron. Donc, le shérif d'un côté et de l'autre, Poutine, dont personne ne conteste l'autorité. Moi, j'ai trouvé que les déclarations là dans l'avion qu'il ramenait de Floride à Washington hier soir étaient d'un optimisme assez prudent quand même. Hein. Il dit qu'ils ont parlé de beaucoup de choses, mais il reste quand même modérément, il reste très raisonnable. Je ne sais pas si vous avez noté la même chose que moi sur ce ton. Bah là, utilisé par le effectivement, c'est pas un président. ton très trumpien, puisqu'il dit Oui, peut-être non, bien non, que oui, non. peut-être bien que non. Exactement. Donc, Donc, la chose qui est c'est évidente, généralement, en tout cas, c'est... la chose qui est évidente à écouter le Kremlin, c'est qu'il campe sur une position qui est extrêmement ferme, c'est-à-dire que il faut la neutralité absolue de l'Ukraine, que l'équipe au pouvoir actuellement, donc Zelensky, débarrasse le plancher, et ils exigent aussi évidemment l'annexion des 5 régions qu'ils ont conquises. Et sur le plan militaire, ils font le forcing en ce moment pour arriver à la table des discussions en position de force. Et ça, c'est la prise de Koursk. Il est urgent d'attendre. La reprise, la reconquête de la région de Koursk. Il est urgent d'attendre demain. Il est urgent d'attendre. Oui, non, mais ça veut dire en tout cas, juste d'un mot, c'est que ça risque d'être long. On va croire que tout ça va se régler. Je vous rappelle que durant la guerre du Vietnam, les négociations pour le cessez-le-feu ont duré 5 ans. Oui. Et alors là, il a fallu 1 mois pour convaincre Volodymyr Zelensky. Il faudra autant de temps, j'imagine, pour décider Vladimir Poutine à déclarer le cessez-le-feu. Bon, oui, on peut imaginer qu'on s'achemine vers une partition de l'Ukraine. D'ailleurs, oui, j'ai entendu le mot de partage. Oui, mais ça c'est évidemment voilà, convenu. mais bon, Oui. si c'est le prix de la paix. Oui. Ah non, mais ça, jamais les Russes ne rendront la Crimée de bon gré ou le Donbass. Mais les oblasts. Ce qu'ils ont pris sur le terrain, ils le garderont. Ça, Bon, aucun doute. ça c'est le premier sujet du jour. Le deuxième sujet du jour, très rapidement, parce que le président américain Trump a indiqué cette nuit qu'il parlerait donc demain à Vladimir Poutine, on vient de le dire, mais ce qui se passe au Yémen peut nous intéresser. Et je voulais là aussi que vous décryptiez ce qui s'est passé, puisque les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué dimanche et lundi 2 attaques contre un porte-avions américain en mer Rouge. Oui, c'est pas confirmé. Ils ont soi-disant tapé à coups de missiles et de drones le Harry Truman qui tente de sécuriser ce coin de la mer, ce coin où il y a un trafic maritime incroyable. Alors, les Houthis avaient arrêté de harceler les navires au loin quand une trêve a été conclue entre Israël et le Hamas, étant entendu que les Houthis, c'est cette espèce de rébellion chiite qui a pris le contrôle du Yémen et qui est le 3e pôle de la résistance. Il y avait le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. C'est un instrument de l'Iran, évidemment, les Houthis. Mais ils sont puissants, ils font la guerre depuis 10 ans, ils ont une armée de 800 000 hommes, ils ont des moyens incroyables, une capacité de nuisance terrible, ils sont endurcis par la guerre, c'est un pays qui est ravagé par la guerre, et donc quand Donald Trump leur dit je vous promets l'enfer, alors ça franchement, je crois qu'ils se lèvent de bonne heure pour les renvoyer à l'âge de pierre, parce qu'ils sont déjà à l'âge de pierre. Il y a déjà des centaines de milliers de réfugiés, d'ailleurs l'âge de pierre ils n'en sont jamais véritablement sortis au Yémen. Donc il y a une situation qui est... Il tempête, il les a bombardés et les autres ripostent en canardant l'armada américaine. C'est une métaphore, évidemment, l'âge de pierre que vous utilisez. Oui. Ils n'en sont pas sortis Oui. et bien évidemment, il faut la prendre comme cela. Ils lancent des missiles, donc ils ne sont pas avec des silex. Non, mais il faut la prendre comme ça et ne pas y voir autre chose. Oui. Je pense, bien évidemment, le modérateur que je suis, comme vous le savez... Il y a une très belle langue au Yémen. Oui, pense... L'arabe littéral, l'arabe au Yémen qui est parlé est magnifique. J'entends. Et il y a une architecture intéressante. J'entends. Et puis la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est le pape François qui a célébré la Sainte Messe dans la chapelle de l'appartement situé au 10e étage de la polyclinique Gemelli. Hier, c'est la première photo qu'on voit du pape. Et effectivement, il y a beaucoup d'interrogations sur le pape François. Est-ce que... toujours vivant. Oui. Certes. C'est pas Merci de cette précision. Oui, c'est une photo de dos. Oui, c'est entendu. C'est pas le genre de photo qui rassure, c'est le contraire. Oui, j'entends bien, mais j'aimerais peut-être qu'on n'ironise pas forcément. Ah mais je n'ironise pas du tout, mais on est en carême. Oui. Donc l'humilité est de bon ton. Et au bout de 40 jours, il y a la résurrection.
pour le Saint-Père, visiblement, il souffre beaucoup quand même. Oui, et cette photo, effectivement, a été mise sur les réseaux hier. Jean-Luc Mélenchon. Mais vous n'êtes pas d'accord, c'est incroyable de montrer une photo pareille. C'est quand même très Écoute, étrange. il y a deux manières de la voir, effectivement. Soit de donner une nouvelle rassurante parce que le pape, il n'est pas alité. Il est quand même, il est conscient, il n'est pas alité. Donc ça, c'est une information. Et puis vous l'interprétez manifestement. Non, mais on nous dit qu'il a célébré la messe. Oui. On le voit devant un hôtel qui est vide. Il n'y a pas de calice, il n'y a pas d'hostie. On ne fait pas de photos d'ailleurs pendant la consécration. On ne fait pas de photos pendant la messe en général, hein, quand même. Oui. Donc on le voit photographié bien que vous donniez des de leçons dos, de catholicisme au Vatican, passif dans sa chaise roulante. La communication du Vatican depuis 2 mois, elle est vraiment très étonnante. C'est sûr que ça ne le met pas beaucoup en valeur. Non, mais C'est pas une chapelle, c'est une pièce qui est attenante à sa chambre à L'hôpital, l'hôpital. oui, c'est ça. Ouais. voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 actualités très rapidement. Je voulais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon parce que vraiment, ce qui est toujours sidérant d'ailleurs, c'est que si, et on passe notre temps à dire ça, mais si c'était quelqu'un d'autre de Jean-Luc Mélenchon qui, dans une émission de télévision, avait attaqué comme ça un journaliste, mais vous voyez, toutes les sociétés de journalistes de France vont debout. Personne n'a parlé comme cela, ni Georges Marchais ne parlait comme ça, parce qu'il y avait quand même une part de second degré chez Georges Marchais lorsqu'il invectivait Jean-Pierre Elkabbach ou Alain Duhamel, ni Jean-Marie Le Pen, sauf à une tribune, une fois Jean-Marie Le Pen qui avait désigné Anne Sinclair, qui avait désigné Jean-Pierre Elkabbach, je crois, et c'était la seule référence, vraiment, c'est celle-là. Et même Jean-Marie Le Pen, dans l'échange avec les journalistes, n'était pas, me semble-t-il... Le fameux taisez-vous d'Elkabbach. Il n'a jamais existé. Je crois, hein, c'est Il une n'a légende, jamais en fait, existé. oui. Taisez-vous Elkabbach, ça n'a jamais existé. Ça, c'est Jean-Pierre nous l'a dit. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Nicole Avril a sorti un livre très émouvant sur Jean-Pierre Elkabbach et elle viendra, j'espère, sur ce plateau. Sa femme. Exactement, son épouse, et où elle raconte ses années de bonheur avec une très belle photo d'ailleurs en couverture du livre où Jean-Pierre est très beau et Nicole Avril est très belle également. Elle a la main sur son épaule. C'est vraiment une très très belle photo d'un très beau couple. Je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon hier. Alors, il était avec Francis Letellier, et qui est placide, qui pose simplement une question. Vous imaginez s'il venait sur ce plateau, Jean-Luc Mélenchon, il est possible que ça se terminerait. Il partirait, je pense. Il supporterait pas la contradiction. Alors il se permettrait peut-être pas, justement. Si, il supporterait pas la contradiction et il partirait. Il ne viendra pas. La dernière fois qu'il est venu sur le plateau de CNews, je me souviens très bien, on était dans un autre établissement et il y avait une dame en régie qui hurlait en régie parce qu'on passait des images qui ne le convenaient pas. Alors ça devait être tout son attaché de presse. Et en régie, j'ai jamais vu ça. En régie. Et en sortant, il est sorti. Ah, quelqu'un de ses équipes est rentré dans la régie. Dans la régie pour faire. Je savais pas que c'était possible. Mais, et donc il hurlait parce qu'on avait mis l'image. La fameuse image, la République c'est moi, donc il hurlait. Et en sortant, mais il était dans un état, et je pense là on n'est pas dans la stratégie politique, on est dans quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Non, c'est une intolérance à la frustration et il ne supporte pas que ça ne se passe pas comme il l'a décidé, tout simplement. Exactement, qui ne se maîtrise pas ou qui ne se maîtrise plus. Donc voyez la séquence de France 3 d'hier avec notre excellent confrère, que je salue, Letellier. Regardez ce que vous êtes en train de faire. L'extrême droite accuse, puis ça monte dans la sphère Bolloré. Puis tous les gentils, comme vous et les autres, disent « Ah, quand même, il y a un problème, c'est-à-dire que vous nous recollez la pancarte. » C'est exactement comme ça qu'on fait pour attribuer une étiquette. Par exemple, vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non mais attendez, vous êtes radin ou pas? est-ce que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non, l'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Mais pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit, maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée. Bon après-midi, merci, bon dimanche et à la semaine prochaine. Alors Jérôme Guedj a tweeté, je le connais par cœur, ça sonne tellement faux, la pseudo-indignation, c'est si coûteux de reconnaître une erreur.
qui du coup n'en est plus une, mais une stratégie délibérée de transgression permanente. À nouveau, le dégoût. Laurent Wauquiez, après La République, c'est moi, Mélenchon veut décider des questions des journalistes, lui, Mathieu Vallet, il y a beaucoup de... Alors, même Edoui Plenel, soit LFI était conscient du caractère antisémite de l'affiche et l'a tout de même validé par provocation et c'est dramatique, soit personne dans la chaîne de décision n'en était conscient et alors c'est affolant d'inculture visuelle et historique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Julien Drey qui est sur cette ligne. La vérité, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'intelligence artificielle. Il se trouve quand même que je sais un petit peu comment travaille Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une affiche qui sort comme ça sans qu'il l'ait regardée. Ça n'existe pas, ça. C'est pas un parti décentralisé où chacun fait ce qu'il veut. Surtout quand c'est une campagne nationale, centrale, comme on dit, en vue d'une manifestation très importante le 22 mars. Tout le matériel de communication est vu par la direction politique. C'est pas le dernier standardiste ou la dernière standardiste qui décide. Donc, tout ça a été il y a eu une imprimature, comme on dit. C'est-à-dire un bon à tirer. Voilà. Le bon à tirer, il est donné par la direction politique. J'entends, ils disent que c'est un visuel et non une affiche. D'accord, mais même un visuel, il y a sur les réseaux sociaux. Mais il y a un contrôle politique. Vous voyez que je me fais l'avocat de la France Insoumise. D'accord, mais vous savez, ils sont... J'espère être bon. Je ne sais pas si vous êtes bon, mais moi je sais comment marche cette organisation centralisée, disciplinée, et qui n'est pas autogérée, et que ce n'est pas le centralisme débonnaire. Hein, c'est une expression de Mélenchon, ça, centralisme débonnaire, ce qui lui permet à lui d'être le chef de tout. Ça a été visé, et ça a été visé. Et ce qui est plus grave, c'est que je pense qu'au départ, ils ont cru que c'était un bon coup. Et ils se sont rendus compte que, voilà, c'est un bon coup parce qu'ils sont tellement habitués aujourd'hui à tous ces codes, à toute cette dénonciation, à toutes ces... Voilà, que pour eux, c'était un bon coup. Monsieur Bompard était là hier. Alors, taisez-vous, El Kabbach, c'est de Thierry Leluron. Monsieur Bompard était là hier, c'est Valérie Expert qui me le rappelle. Monsieur Bompard était sur le plateau hier et il a expliqué ce qu'on a vérifié quand même et qui paraît très contestable, comment avait été faite cette affiche avec l'intelligence artificielle, Grok, et c'est de la faute d'Elon Musk, en fait, c'est ça qu'on comprend. Donc écoutez... C'est démenti par l'enquête d'Olivier Benkemoun. Oui, mais c'est sa justification. Ah oui, d'accord. C'est pas possible. Donc écoutez d'abord Monsieur Bompard. Nous avons fait le choix de représenter un certain nombre de personnalités qui sont pour nous des figures de l'extrême droite mondiale ou des relais médiatiques des idées de l'extrême droite. Et parmi ces personnalités, il y a Cyril Hanouna, mais nous en avons représenté d'autres. Il y avait M. Trump, il y avait M. Millet, il y avait Pascal Praud, pour prendre ces exemples-là. Et que l'ensemble de ces figures ont été représentées, identifiées avec les mêmes codes graphiques, avec les mêmes méthodes de conception de ces images, et évidemment sans aucune modification ultérieure de ces images, et évidemment avec aucune volonté de cibler quelque personne que ce soit, en raison de sa confession religieuse. Une fois que cette image a été générée par cet outil d'intelligence artificielle, cette image n'a ensuite pas été modifiée pour la faire correspondre avec un certain nombre de codes graphiques que vous représentez à l'antenne et que je trouve évidemment totalement inacceptable. Est-ce que vous avez utilisé Grok? Est-ce que l'information mais l'information qui a été donnée est juste et je vais même vous dire c'est une erreur de l'avoir utilisée puisque précisément à la France Insoumise, nous avons normalement une règle qui est de ne pas utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour de la conception graphique. Bon alors, on a vérifié et en fait, ce qu'on fait là, mais personne ne le fait dans la presse française, visiblement. Personne ne vérifie. Le fameux check news là, de nos amis Libération, ils devraient le faire là, mais alors, et puis d'autres émissions, mais personne ne le fait là. On prend, c'est toujours pareil, le privilège rouge. Pour argent comptant, les justifications de Jean-Luc Mélenchon. Alors écoutons à notre ami Olivier Benkemoun, puisque lui est allé sur l'intelligence artificielle pour savoir comment ça se passe. Pour générer, et je dis bien générer, c'est-à-dire fabriquer une image comme celle-là, il a fallu plusieurs étapes. Une étape humaine, mais à la base, il y a d'abord une requête auprès d'une intelligence artificielle. Regardez. On va commencer par demander à Grok, qui est l'intelligence artificielle que l'on trouve sur l'application X, génère une image de Cyril Hanouna énervé avec des archétypes antisémites. Et la machine, l'intelligence artificielle, va générer plusieurs images. Voilà les images, je peux aller encore plus loin, je peux lui dire en colère furieuse, je peux rajouter ça par exemple et on va voir ce que c'est. Il y a celle-là par exemple, là, il a même mis une kippa, l'intelligence artificielle. Bon, moi j'ai choisi cette photo, mais ça ne suffit pas pour arriver jusqu'au résultat de cette affiche. Donc il faut passer à présent par une intervention humaine. L'image désormais est entre les mains d'un graphiste.
Alors celui-là, il n'est pas de LFI. Et ce graphiste, en modifiant la couleur, d'abord en passant l'image en noir et blanc, puis en travaillant sur les traits, en étirant le visage, en changeant le fond, en modifiant également la forme de la bouche, eh bien on va arriver à cette image. Voici donc l'affiche de LFI, voici ce qu'on a obtenu nous. Il faut retenir que oui, il y a une intelligence artificielle, mais derrière, il y a forcément l'intervention d'un graphiste, donc une volonté humaine pour arriver à cette affiche de 1940 du péril juif. Le fact-checking est accablant et on voit que LFI, en plus de produire des affiches indécentes, ajoute la lâcheté à tout ça. Rien n'est jamais de leur faute. Ils se défaussent constamment. C'est la faute de Musk, c'est la faute du groupe Bolloré. Tout ça parce qu'ils sont extrêmement gênés, parce qu'ils ne veulent pas, mettre des mots sur leur cynisme à caractère électoraliste. Alors je pense que les Français ne sont pas dupes. D'ailleurs, il y a 72% d'entre eux qui pensent que LFI attise la violence aujourd'hui. Un chiffre qui a augmenté de 12% en un an. Par contre, c'est efficace peut-être auprès du système médiatique qui en effet une complaisance inouïe à l'endroit de la France insoumise. Quand même Jean-Michel Apathy et Louis Boulach. Cyril Hanouna a eu raison de déposer plainte. Bien sûr. Parce que nous aurons une audience contradictoire avec les éléments de preuve qui vont être apportés à l'audience sur la bonne ou la mauvaise foi. Vous avez parfaitement raison. d'LFI. C'est rien que cela, connaître la vérité, si vous voulez. Puisque leur système de défense, il ne peut pas y en avoir d'autres. On ne peut pas dire, oui, on a tenu compte de l'origine religieuse. C'est pas possible, c'est la mort pour LFI. Donc là, ils essayent de s'en tirer, mais ça ne convainc pas. Mais je trouve que le journaliste se laisse quand même, pardonnez-moi, mais beaucoup faire. Enfin, il lui parle comme un professeur qui engueule son élève. Il pourrait aussi lui dire, écoutez, monsieur Mélenchon, vous êtes en direct, vous me devez le respect, et je vous demande de ne pas parler comme ça. Non, mais je vous dis ce que je pense. Il y a deux manières de réagir. Je trouve qu'il a eu la bonne réaction, pour tout dire. Parce que... Il lui dit, il y a le groupe Bolloré, il y a les gentils comme vous. Il a eu la bonne réaction dans ce type d'émission, je pense. Vous auriez fait ça ? Mais non, mais moi, chacun réagit avec sa sensibilité. Mais lui, je pense qu'il a eu la bonne réaction. D'ailleurs, il ne le reprend pas, il doit modérer l'antenne et il ne le reprend pas. Il pourrait aussi dire, écoutez, vous êtes en direct. Chacun voit dans ces cas-là. Il lui dit, taisez-vous. Oui, mais chacun voit. Chacun se fait son... Tout le monde s'identifie. Voilà. La compassion va à la personne qui est agressée sur le plateau. C'est que moi, je suis pas agressé, vous devez tenir une antenne et vous devez... Moi, je pense qu'il a eu la bonne réaction. Je l'ai trouvé plutôt classe et plutôt élégant, effectivement. Qu'est-ce que répondre à ça ? Eh bien, vous le remettez à sa place, tout simplement. Oui. Non, on n'est pas dans un match de boxe, il est intervieweur. Et en plus, Mélenchon joue sur du velours en agressant un journaliste. Parce que les journalistes sont détestés. Oui, honnis. Et là, le fait qu'il se taise et qu'il rende l'antenne, d'une manière expéditive en plus, montre qu'il est à la fois furieux, conscient de ce qui s'est passé, et qu'il n'accepte pas de continuer ce jeu.